Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle. Rebonjour à tout le monde, deuxième partie de la présentation des équipes 2016, avec également à la clé un petit débat à la fin. Vous savez comment ça marche, vous avez écouté la première émission sans doute. Donc on est parti pour 6 équipes cette fois-ci, il y en a une de plus. Et autour de la table, je suis toujours là, Théo. Pour m'accompagner, toujours Alexis. Bonjour. Toujours JB. Bonjour. Et on a troqué Kenan pour Médéric. Bonjour, bonjour à toutes les auditrices surtout. Exactement, voilà, donc une nouvelle voix qui arrive sur le podcast Chasse Patate, c'est beau, ça fait du 109, exactement. Et on va donc commencer de suite avec les équipes. Et pour commencer, JB, je te laisse la parole pour l'équipe Cannondale. Alors, la Cannondale qui a été une des équipes les plus actives sur le marché des transferts, mais ça c'est un peu chaque année la même chose. En arrivée, on a donc Skujins de l'équipe Incapi, Vipert de Hadrapak, Bevin de l'Avanti, Craddock de la Giant, Clark de l'Orica, Roland de l'Europecar, Brechel de la Tinkoff, Uran de l'Etix, Mullen de l'Anpost et Woods de l'Optum. Côté départ, on a Hansen à la Sotlink, Morik à la Lamprey, Acevedo qui retourne à la Jamis, Danielson et King qui arrêtent leur carrière, Haas à Dimension Data, Dan Martin à Etix et Ryder Ejdal à la grande équipe de la Trek. Côté leader, alors, tout d'abord Ramounas Navardoskas, le sprinter de l'équipe, médaillé de bronze au championnat du monde de Richmond. Il a réussi quelques performances en sprint, mais il reste quand même assez loin du gratin mondial. Mais il y a quand même une nette amélioration qui peut être observée sur l'année 2015, notamment une belle 3e place à Ploué. Ça peut être une des surprises de 2005 en ce qui concerne le sprint. Pierre Rolland ensuite, là, toute la question réside dans le fait de savoir s'il va passer un palier. Il était quand même 10e du Tour de France avec une première semaine calamiteuse. Il sera cette fois-ci entouré d'équipiers expérimentés et de directeurs sportifs ayant déjà gagné des GT, ce qui est la principale différence avec son équipe Europcar de l'année dernière. Mais qui était une belle bande de copains, n'oublie pas. C'est ça, évidemment, la belle bande de copains que nous prônait Thierry Adam. Et donc, à mon avis, peut viser un top 5 si les conditions sont réunies. Tom Yeltes, l'acteur, il n'a pas formé en fin de l'année dernière, mais ça reste quand même une énigme, car pendant 80% de la saison, il ne fait que quelques coups d'éclat par-ci par-là, un top 10 sur le Tour de Belgique, il arrive à faire peut-être une bonne étape sur le Giro, enfin ça reste quand même un coureur assez irrégulier. Andrew Talansky, pour qui il manque encore ce petit truc pour faire partie des meilleurs. Et il a quand même réussi à être 11e du Tour de France malgré une deuxième semaine catastrophique où il perd certainement le top 10. Mais avec Pierre Rolland, il sera peut-être cantonné plus un rôle d'équipier de luxe, voire même de lieutenant de luxe, de dernier homme à accompagner le Français. Mais peut-être ça pourrait être compensé par un rôle de leader sur la Vuelta où là il peut viser entre top 10 et le début du top 5, par exemple 6e ou 7e, vu le plateau qui est pas très redondant, pas très ronflant plutôt sur la Volta d'année en année. Et enfin, Rigoberto Urán, c'est donc un des coureurs les plus fiables actuellement. Hein, sur les grands tours, il a été 2 fois 2e du Giro en 2014 et 2013, mais il n'a fait que 14e l'année dernière, malgré quand même une bonne préparation. 2 5e places en Catalogne et en Romandie et 3e du Tirreno. Son programme, ça sera une nouvelle fois le Giro cette année, où il sera un des outsiders, mais vise là aussi le top 5 comme Pierre Rolland sur le Tour de France. En ce qui concerne les coureurs qui peuvent faire des coups, gagner des courses plus ou moins prestigieuses, on a Patrick Bevin, déjà champion du monde de Nouvelle-Zélande du contre-la-montre, Joe Dobrowski. Champion du monde de Nouvelle-Zélande. Non, champion du monde, c'est un peu tôt pour Bevin. Non, champion de Nouvelle-Zélande contre-la-montre, tu couperas Théo. Joe Dobrowski, là aussi un éternel espoir américain, mais qui commence à faire des performances sur les courses du calendrier nord-américain. Formolo, un des grands espoirs italiens, dont c'est peut-être l'année sur le Giro où il pourra faire un top 20, voire même top 15. Alex House, qui a fait un bon championnat du monde l'année dernière, et qui, Théo, tu vas être intéressé, pourra seulement faire une nouvelle saison. En tout cas, c'est les entraîneurs de différentes interviews qu'il donne mettre l'accent sur la bonne préparation qu'il est en train de faire en ce moment. Ouais, je suis très content en effet. Qui avait été très bon à l'Incapi l'année dernière, devenant petit à petit un des épouvantails du circuit américain. Dylan Van Barle, qui a fait un très bon Tour of Britain, Tour de Grande-Bretagne. Et Wouter Vipert, qui a réussi à gagner quelques courses sur le circuit européen.
Concernant les énigmes de l'équipe Cannondale, on a Matty Brechel, qui fut un temps performé sur le championnat du monde, mais là il ne performe nulle part. Sébastien Langveld, pour qui ça commence à être le début de la fin. En 2015, il n'a plus performé sur les Flandriennes, il termine même hors du top 100 sur le Tour des Flandres. Moreno Moser, effectivement, l'éternel énigme, l'éternel espoir italien. Ryan Mullen, dont c'est la première année au niveau, tout comme Michael Woods. Et enfin Ricardo Villela, qui lui aussi, à la manière d'un Mohoric, a du mal à percer après des débuts prometteurs en espoir. C'est un truc de dingue. On te l'a dit il y a quelques minutes. T'es trop long, JB. Qu'est-ce que tu fais? Tu nous sors un truc encore plus long que tout à l'heure. Non, c'est plus court, c'est plus court. Non, c'est plus long, c'est plus long. J'ai le chrono sous les yeux, c'est beaucoup plus long. Ah là là, mais c'est pas possible. Ce mec n'écoute personne. Oh là 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 là. Bon, bah du coup, JB, t'as plus droit à la parole sur la Cannondale. Toi, t'es privé de parole, t'es puni. Ah bah tant mieux alors. Du coup, voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a rajouté après ce long monologue Je voulais rajouter un truc. Vas-y. T'as parlé d'abord de Navardoskas comme un sprinter. Bah, c'est pas du tout un sprinter. À la base, c'est plutôt un rouleur, quelqu'un qui peut tenir longtemps. C'est comme ça qu'il a gagné son étape du Tour de France d'ailleurs. Et s'il performe à Ploué, c'est parce que il y a quand même une petite bosse avant l'arrivée. C'est comme ça qu'il gagne ses médailles au championnat du monde. Donc on peut pas du tout dire que c'est le sprinter de l'équipe et il aura pas du tout ce rôle-là chez la Cannondale cette année. Ouais, c'est carrément, il a un profil qui est beaucoup plus complet que ça. Hein, et c'est vraiment un mec qui passe bien les Oui. bosses, qui est bon rouleur, qui a une bonne pointe de vitesse. Il est champion de Lituanie du contre-la-montre notamment. Bah après, le champion italien contre la montre, ça va pas dire grand chose. Bah, quand même, il est vraiment pas mauvais en contre-la-montre et le cataloguer comme un sprinter, c'est vraiment C'est c'est réducteur. pas ce qu'on observera cette saison. C'est réducteur un peu. Et attends, tu dis qu'il a sait battre personne sur le championnat de Lituanie, mais il a battu Konovalovas, qui est spécialiste du contre-la-montre. Donc c'est quand même quelque chose. Après, Ignatas Konovalovas, ça fait quelques années qu'il régresse, non? Ouais, mais on parle quand même d'un mec qui a gagné les 4 jours de Dunkerque l'an dernier en étant relativement costaud, qui avait gagné une étape un contre-la-montre du Giro. C'est pas rien non plus. Enfin, c'est trop réducteur. 4 jours de Dunkerque, une très grande course. Exactement. Mais JB, t'as plus droit à la parole, donc tais-toi. Alors, Ok. qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qu'il y avait à rajouter? Pas grand-chose. Du côté des sprinters dans l'équipe, il n'y a pas grand monde. Du coup, quand j'ai vite fait rechercher, je me suis dit que le seul qui, pour moi, avait peut-être des possibilités de briller, c'est peut-être Wippert, qui est un transfuge de l'année et qui vraiment n'a pas fait grand-chose sur le circuit World Tour, mais qui pourrait, pourquoi pas se révéler cette année après une bonne saison chez Drapac. Vous en pensez quoi, Non, moi, Alexis? je suis d'accord. Enfin, c'est quelqu'un qui a de quoi briller sur des petits tours américains, qu'on pourrait avoir remporté une ou deux étapes sur un tour de l'Utah, un tour de Californie. Après, niveau World Tour, je pense que c'est un peu léger et je pense vraiment pas que la Cannondale va briller sur ce domaine-là. Ouais, c'est pas faux. Bon, bah, du coup, Alexis, tu t'es fait sucrer, voilà. Au J'ai revoir. remarqué, ouais. Bah, du coup, je vais peut-être entendre sur Ryan Mullen, qui a été champion du monde espoir, ou il me semble, ou la catégorie avant. Non, je sais plus exactement. Double champion du monde, ou quoi. En contre-la-montre. Le petit Irlandais, là, il faut que je revérifie, bien entendu. Hein, une émission bien préparée, comme d'habitude. Mais que beaucoup attendent cette année. Mais pour moi, je pense que c'est quand même beaucoup trop tôt. Il est un peu trop frais. Qu'est-ce que t'en penses? Le nombre de coureurs qui sont venus après un championnat du monde des sports et qui après n'ont rien fait, ils sont quand même importants. Après, est-ce que ce sera une exception? Je sais pas, mais en tout cas, si jamais il performe, ce sera pas tout de suite cette année, peut-être dans saison après ou encore après, le temps qu'ils se mettent en place, qu'ils voient un peu ce que c'est de courir avec des pros. Parce que mine de rien, l'univers est quand même sacrément différent. Donc à voir, mais je pense pas que cette année il fera grand-chose. Voilà, il est champion d'Irlande du contre-la-montre et il a terminé deuxième des championnats U23 en 2014 et cette année il a fait l'année dernière en 2015 il a fait que 11e. Donc c'est un petit peu voilà. Mais, Par contre, il peut redevenir champion d'Irlande du contre-la-montre. Ah, parce que là, il a ses concurrence, chances. zéro. Il y a Roche, bah, je pense que c'est à peu près le seul qui peut le concurrencer. Hein. Entre Roche ou Martin, à mon avis, il peut gagner. Hein. Bon, je pense qu'il va falloir enchaîner parce que là, à cause de JB, bien entendu, qui fout la merde, hein, voilà, on est à la bourre. Ça commence Ça bien. avait manqué. Du coup, Médée, je te laisse la parole pour Direct Énergie en espérant que tu sois plus synthétique que notre ami marseillais. On va essayer. Alors, il faut savoir que l'intersaison précédente a été une période de grand bouleversement pour l'ex-Europcar, puisque l'arrivée du nouveau sponsor, donc Direct Energy, a provoqué une grosse reconstruction de l'équipe.
Il y a en effet beaucoup moins de moyens financiers cette année, et ainsi la formation de Bernaudot a dû se résoudre à laisser partir notamment Pierre Rolland, mais aussi Cyril Gauthier, ou encore plusieurs coureurs historiques de l'équipe. On pense par exemple à Arashiro, mais surtout à l'illustre Giovanni Bernaudot, qui sera, sa perte est énorme pour l'équipe, on va pas se mentir. Donc l'effectif a un peu baissé en quantité, il est passé à 22 coureurs il me semble. Parmi ceux qui sont restés ou ceux qui arrivent, on a le duo des anciens, Thomas Vauclair, Sylvain Chavanel, espère toujours faire quelques performances avant la retraite. Sylvain Chavanel a d'ailleurs signé pour 2 ans, et il va viser encore une fois les classiques pavés. Mais surtout, l'équipe va baser son futur autour de Brian Cocard, puisqu'en prenant notamment la 2e place sur l'étape des Champs-Élysées, derrière André Greppel, Cocard a prouvé qu'il pouvait être un leader fiable, sur lequel on pouvait construire l'avenir. Sauf qu'il est en fin de contrat à la fin de la saison, et donc ce renouvellement va être un enjeu crucial pour Direct Energy qui va conditionner les années à venir. En tout cas, pour l'épauler, Bernaudot a puisé à la fois dans sa réserve, le Vendée U, mais a aussi débauché notamment Adrien Petit. Pour Cocard, après 3 années à apprendre, il va falloir commencer à gagner en World Tour, et notamment sur le Tour de France, afin notamment de stabiliser l'engagement de Direct Energy dans le cyclisme. Ok, parfait, mais voilà, enfin quelqu'un de synthétique, merci beaucoup. Effectivement, Petit, Sylvain Chavanel, des recrutements assez malins, même si Petit, il n'a pas fait une grande année l'année dernière. Il a été les années d'avant, il était toujours placé, mais très peu gagnant, mais l'année dernière, il n'était pas extraordinaire. Il me semble qu'il a quand même gagné le prologue du Tour du Luxembourg. Ouais. Ouais. Bon, c'est un prologue, il y avait un quintuple français, donc ça montre quand même le niveau du contre-la-montre de ce prologue. Mais il s'est retranché un peu dans un rôle d'équipier, que ce soit sur les Flandriennes, ou notamment équipier un peu de Nasser Bouhanni, même s'ils n'étaient pas tout le temps ensemble. Je pense qu'il vient vraiment là pour jouer l'équipier de luxe autour de Brian Cocard, être son poisson pilote sans doute, un rôle qu'il va partager peut-être avec d'autres, peut-être Johan Gene notamment. On va voir, mais ça peut être très intéressant pour Cocard parce que on se souvient de Petit notamment pour le travail qu'il a fait au championnat du monde Espoir pour Arnaud Démare. Quand il veut, il peut être très bon dans ce rôle. Ah, d'un autre côté, est-ce qu'il peut faire autre chose que poisson pilote? Parce que bon, avec Petit, c'est pas non plus Je pense qu'il aura un énorme sprinter. quelques responsabilités sur des courses où il n'y aura pas Cocard, tout simplement. C'est à peu près la seule. Oui. Quand il y a Cocard, il est forcément derrière. Non, mais il a vraiment pas été recruté pour être leader, Petit. Et je pense qu'il le sait très bien. Peut-être qu'il assumera le leadership sur quelques courses continentales, mais avant tout, c'est l'équipier de Brian Cocard. Ouais, effectivement. Et je voudrais vous entendre parler de Sicard, qui, après des années et des années de rien faire, tout simplement, de désespoir, a enfin réussi à faire une 15e place sur la Vuelta l'année dernière. Du coup, mais il avait déjà fait de bonnes performances en 2013 sur la Vuelta. Après, mais il les a pas confirmés après. Et là, il est revenu à nouveau en 2015, un petit peu sur le devant de la scène, alors qu'on l'attendait plus du tout. Du coup, est-ce que vous pensez à pourquoi pas une éclosion tardive de ce coureur Non, je n'y crois plus du tout parce que, même sur cette Vuelta, il est battu par un de ses équipiers. Il me semble que c'est Mederel qui est devant lui. Donc, franchement, le niveau du top 20 de la Vuelta est assez faible. Le top 10 est relevé, le top 20, c'est pas grand-chose. Après. Oui, ça peut marcher sur des courses continentales, mais ça s'arrête là. Par contre, je sais pas d'où tu sors Mederel. Il y a Jean Debosse qui était 17ème. Ah oui, c'est Jean Debosse, pardon. Mais il est 2 places derrière, quoi qu'il arrive. JB, voilà. Quelque chose à dire sur Sicard? Il entre dans la catégorie des éternels espoirs, Sicard. Mais je pense, oui, comme Médé, que sa 5e place sur la Vuelta, c'était qu'un coup d'éclat qu'il arrivera peut-être à refaire dans 2-3 ans, encore une 15e ou 16e place sur la Vuelta, qui finalement est le moins relevé des 3 grands tours. Donc ça veut pas dire grand-chose, et je pense pas qu'il sera capable de refaire cet exploit monumental sur d'autres courses plus relevées. D'ailleurs, en fait, il avait été 13ème en 2014 de la Vuelta et 15ème en 2015. Donc en fait, la Vuelta, c'est sa course, mais bon, jamais plus que 13ème. Sa course, il est c'est bas, pour faire entre 10 et 15. Oui, voilà. Enfin bon, pour lui, c'est quand même, on attendait beaucoup plus de lui. Ah, c'est énorme pour lui. Quand oui, tu le c'est vois sûr. grosso modo dans le top 20 d'un GT, mais il est toujours vivant lui. Enfin, voilà. Ça dépend, après tout dépend quel GT. Après, il a eu pas mal de blessures aussi. Faut quand même il a des problèmes au genou, etc. Donc il n'a pas été verni au niveau physique aussi. Très bien. Eh bien, Alexis, mon cher ami, tu vas pouvoir parler de ta bien-aimée Lotto Jumbo. La meilleure équipe du monde, évidemment. Les avis divergent, mais bon, vas-y.
divergent beaucoup Bon. même. Ouais, mais il n'empêche que j'ai raison. Donc, pour l'Alonso, c'est surtout des arrivées plutôt qu'un départ, parce qu'on regrette le départ de Lorenz Stendam, un excellent coureur qui a toujours été un équipier modèle, toujours là pour soutenir ses leaders. Donc, malheureusement, il part pour la Giant Shimano. Donc, vraiment, au niveau leader, il reste plus que Kelderman, Kruijswijk et Resink. À voir ce que ça va donner. En ce qui concerne les arrivées, donc il y a Enrico Battaglin qui a quand même gagné 2 étapes du Giro. Donc il pourrait courir encore une fois le Giro, servir d'équipier, prendre quelques victoires par-ci par-là. Donc ça pourrait être intéressant. Et après, c'est des personnes un peu moins connues. Donc Kampenarts, donc, qui a été champion d'Europe du contre-la-montre Espoir en 2013. Donc ce qui en soi n'est pas mauvais. Il y a eu Lammertink, donc champion d'Europe et des Pays-Bas contre-la-montre Espoir 2015. Et C'est il a lequel gagné parce qu'ils sont aussi. plusieurs frères. Steve et Euh, Martin, ouais. Bonne question, c'est Lammertink. C'est Steven. C'est ah, Steve- voilà, Steven, ok. Voilà. Et il a aussi gagné le Tour de Berlin Espoir, donc le général plus le contre-la-montre. Donc apparemment, ils ont beaucoup axé leur recrutement sur le contre-la-montre. Et enfin, le dernier, alors très compliqué aussi à prononcer, Groenewegen. Ah. C'est peut-être comme ça, bonne Dylan. question. Groenewegen. Groenewegen, voilà. Qui a lui gagné le Tour des Flandres Espoir en 2014. Donc peut-être un bon soutien pour Van Mark qui pourrait peut-être enfin gagner une classique pavée. C'est tout ce que j'espère. J'espère. Parce qu'avec l'absence de Boom, quand même, c'est plus compliqué. Mais bon, on verra. Bah oui, d'ailleurs, Van Mark, tu l'avais pas dit dans les leaders, mais pour moi, c'est le plus gros Ah, mais j'ai coureur pas- de l'effectif, quoi, je pense, Van Mark. Hein. C'est celui Ouais, tout sur à l'heure, lequel il y a le plus d'espoir. je parlais des leaders de la montagne. Ah, tout à fait, tout à fait. Ouais, effectivement. Et Groenewegen, voilà. Groenewegen. C'est aussi un bon petit sprinter. Hein. Voilà, il n'est pas que bon sur les pavés. Hein. Je tiens Il à a le gagné souligner. la London Ride Classic l'année dernière, non? Une grande course, d'ailleurs. Ah, mais Il y a te quand même mets un pas. plateau pas trop dégueulasse. Hein. Effectivement. Après, Euh, faut voir. Parce que c'est vrai qu'avec le départ de Théo Boss l'année dernière, qui pour moi est un bon sprinter, bah, il reste plus grand monde, si ce n'est Offland, qui doit encore confirmer parce qu'il est encore plutôt jeune. Et peut-être qu'avec l'aide de Groenewegen, ça pourrait donner quelque chose, mais j'ai un petit doute quand même. Mais il n'a pas gagné la London Riding Classic. Ah bon? Il Voilà. a fait Il pas a- fait un- Il a abandonné sur. Ou alors il a été déclassé, je crois en fait. Ah, je crois qu'il y avait un truc. Il a donné des coups de Ça. casque, c'est ça? Encore un, mais dis donc. Non, mais Bon, je te laisse dans ton doute, JB. Le temps que tu récupères de ce bug. non, mais je vais vérifier hein, parce que ça me dit quelque chose. Très bien, très bien. Et alors, le départ de Tendam, quand même, Tendam qui se faisait vieux, je suis pas sûr que ce soit forcément la plus grosse perte qu'il y a eu dans l'équipe. Vieux, mais il a toujours été là. Il Certes, n'empêche certes. que il y a eu un tour, il y a 2 ans, je crois que c'est ça. Hein. Enfin, si on compte qu'on n'est pas encore en juillet. Molema était un peu moins bien, il a fini 10ème, mais Tendam était 9ème. Oui, non, Mine de mais rien, il y a 2 ans. malgré son âge, il a toujours été là. Il y a 2 ans, Et effectivement. L'année dernière, il était encore là. Pourquoi pas cette année? Tu verras que cette année à la Giant, il va peut-être faire des petites choses et top 10, 15 par-ci par-là. Parce que bon, de là à le mettre leader, c'est un peu compliqué. Mais si jamais il doit aider Barguil ou quelque chose, Barguil il sera plutôt bien aidé et content Ouais, d'avoir Tendam je suis derrière d'accord lui. avec Alexis. Tendam, c'est vraiment une grosse recrue pour la Giant et une perte assez conséquente pour la Lotto Jumbo qui a quand même un effectif très faible en dehors de ses 3 leaders Mais pour grimper. Effectivement, Mais est-ce vraiment une- très faible. Hein, est-ce avant, est-ce vraiment une perte? Parce que, quand même, l'année dernière, on a vu le retour de Don Sezou, de Kruijswijk et de Gesink qui viennent s'ajouter bon, à Kelderman qui a fait une saison un peu moins bonne parce qu'il a pas brillé sur les grands tours. Mais ils ont déjà un trio, dont 2 résurrections, qui est plutôt pas mal sur les grands tours. Après, à savoir si les 2 résurrections tiendront une année de plus. Mais qu'est-ce que vous en pensez, Médée? Qu'est-ce que tu penses justement de ces 2 retours-là? Moi, je crois que tu fais une comparaison par rapport à l'an dernier, janvier de la même époque. Moi, je compare simplement à septembre. Et quand on prend le fait que, même si Gesink que Racing et Kruijswijk sont redevenus de bons coureurs, Tendam, ça reste une perte pour l'équipe. Après, c'est pas fondamental. C'était que leur 4e meilleur grimpeur, mais c'était un coureur qui n'hésitait pas à sacrifier pour ses leaders, qui avait, il me semble, un bon état d'esprit. Donc, c'est l'équipier modèle de tout le peloton, tout simplement. Ouais, je pense que 80% des équipipiers sont comme ça, voire même plus. Hein. Au bout d'un moment, quand Non, tu es équipé dans une équipe cycliste, tu Oui, mais- te sacrifies pour tes leaders. oui, mais tout le monde n'avait pas les capacités de Tendam. Certes, Voilà. certes. Parce que Gesink et Kruijswijk ont beau être de nouveau sur pied, tout ce que tu veux, ils vont pas réussir à gagner
ou même faire une place tout seul. Enfin, il leur faut des équipiers. Et Tendam, franchement, c'était vraiment pour moi l'équipier de la Lotto. Sans lui, enfin, il y aurait qui pour les aider. Voilà. Effectivement. Et je note quand même une espèce de vide intersidéral en ce qui concerne les sprinters, parce que effectivement. Il y a Offland quand même. Voilà, il y a Offland, mais Marcus, peut-être. qui est quand même pas. Non, Marcus est parti, Ah, mon cher. bon. Voilà. Offland qui est quand même pas un cador, et puis à part Ouais, lui. mais ça peut gagner une étape sur le Giro ou la Vuelta, ça, Offland. C'est quand on voit que quelqu'un comme Baragli gagne une étape sur la Vuelta, Offland, il a largement ce niveau-là. Ne dis pas de mal de Sparagli, j'adore ce coureur. Non, mais je dis pas de mal. Enfin, Non, mais Offland c'est comme est Stuyven, loin ça d'être reste mauvais. Hein. le sprinter de troisième zone. Et Wow, Offland qu'est-ce que c'est, appartient Stuyven. à ces pieds de Il a là. déjà gagné sur Paris-Nice devant Boigny quand même. Mais voilà, c'est C'est pour pas ça. rien. Mais bon, après de là à confirmer et devenir le leader de l'équipe au niveau des sprints, c'est un peu tôt. Si, bien sûr que si, c'est le leader de l'équipe de la Oui, Lotto mais enfin, Jumbo si on peut appeler ça un leader sur les sprints, parce que, mis à part cette étape sur Paris-Nice, depuis, il a déplacé. L'an dernier, il me semble qu'il a gagné une étape sur le Tour du Yorkshire. Ouais, super. Oui, tout à fait, ouais, il me semble. Ouais. Oui, mais il y avait une concurrence assez importante, il me semble. Après, de toute façon, c'est comme toute l'équipe Lotto Jumbo. Ils ont tous été à peu près mauvais, à part le Résurrection Racing et Crossbike. Mais l'an dernier, ils ont tous raté leur année. Et Non. La Van Lotto. Mark, non, parce qu'il s'est placé, il a pas gagné, mais il s'est placé quand même, Van Mark. oui, mais tu vois, l'équipe avait pas gagné avant ce Tour du Yorkshire. C'est Offland qui a offert la première victoire à l'équipe Lotto Jumbo. Ouais, tout à Ça, fait, c'était ouais. un vrai problème. Effectivement. Bon, on va pouvoir passer à une Pour quatrième revenir- équipe. J'ai- Ah non, Pour timing. revenir à Groenewegen, il a gagné la Bruxelles Cycling Classic devant Bonnen, Kokar, Van Steyen et Nizzolo notamment. Donc Bruxelles pour toi, c'est à 2 km de Londres à peu près. C'est la banlieue, hein, à peu Pas près. loin quoi, voilà. Ouais, bien sûr. Je prends Du le coup- train, ça Non, il a confondu avec Mike Tennyson. Ah, sans doute. C'est sûr que Tennyson, Groenewegen, tu vois. Mike Et Tennyson, Tennyson avait quand même terminé deuxième. Tennyson, c'est un gros espoir aussi. et il est dans la Lotto Jumbo. Donc effectivement, sans doute peut-être avec Offland un des leaders sur les sprints. Ah bah, Mais on va c'est- passer à la FDJ parce qu'on est à la bourre là, s'il vous plaît. Hein, voilà. Donc Médée, sur la FDJ, on t'écoute. Donc l'intersaison pour la FDJ, ça a été une période de stabilisation autour de ces deux leaders qui sont Arnaud Desmar et Thibaut Pinot. Et on a très clairement une équipe qui est divisée en deux pôles autour de ces deux leaders. Éventuellement peut-être un troisième avec Arthur Vichot, mais pour cela, il faudrait que Vichot retrouve son niveau qu'il avait un peu perdu l'an dernier. Et donc on a retrouvé cette ambition au niveau du recrutement. Donc après Steve Morabito l'an dernier, c'est un autre Suisse, Sébastien Reichenbach, en provenance de YAM, qui va venir épauler Pinot et qui va notamment remplacer numériquement Arnold Jansson, un Thibaut Pinot dont l'objectif majeur reste le Tour de France, ainsi que cette année les Jeux Olympiques, mais pour la FDJ, c'est pas forcément l'objectif puisque ce sera par équipe nationale. D'un autre côté, c'est pour aider Desmar que Marc Madiot a son côté Konovalovas, le vainqueur des 4 jours de Dunkerque 2015, on l'a dit, qui vient de l'équipe La Pomme Marseille. On va signaler aussi deux jeunes recrues norvégiennes, un recrutement un peu exotique pour la FDJ qui est souvent très orienté franco-français. Donc on a Daniel Oelgaard, dont le profil est difficile à cerner, mais il semble être un puncher honnête, tandis que Odd Christian Eiking a lui de meilleure qualité de grimpeur. Voilà. Très bien, magnifique, merci. Et dans le recrutement un petit peu exotique, il y avait Fischer il y a quelques années, fait depuis quelques années, là, brésilien qui sortait. Enfin voilà. Bon, même s'il était connu, c'était pas forcément la. Oui, la mais nationalité. pour Fischer, on voyait l'objectif, c'était d'épauler Desmar et Boigny. Là, ces deux jeunes pépites, on verra, mais ces deux jeunes coureurs, dont l'objectif c'est le futur, on sait pas trop pourquoi on est allé recruter en Norvège du côté de la FDJ. Ça tranche avec le recrutement des années précédentes. Mais c'est très à la mode, hein, le recrutement scandinave de jeunes en ce moment. Mm. Il y en a une flopée, notamment des Norvégiens, c'est assez impressionnant. Génération Toureshoft. Oui. Mais bien c'est- sûr. c'est- Ou plutôt Christophe, je pense que c'est la réussite non, de non. Christophe. Je Non, suis mais d'accord Choft. avec JB. C'est sans doute dû au fait que le cyclisme est devenu populaire en Norvège grâce à Tore Hushovd. C'est donc des jeunes qui se sont mis au cyclisme à l'époque de Hushovd, pas à l'époque de Christophe. Oui, non, mais c'est ce qui encourage les équipes à recruter norvégiens, c'est aussi peut-être la réussite de Christophe ces dernières années. Oui, c'est possible, mais je suis pas convaincu. Bon, à Sénégal, de BH.
Groenewegen, Ouais, c'est Ah, enfin, justement, qui lui s'est enterré à la Sky, qui est revenu un petit peu sur l'année dernière depuis qu'il a été On un aura le petit temps d'en peu. reparler. vraiment Oui, un peu. on en parlera Exactement, dans cette émission. exactement. Donc voilà, effectivement, donc comme tu disais, Pinot le leader avec quand même une bonne équipe autour de lui en montagne maintenant, parce que Geniez, Morabito et surtout la grosse recrue Reichenbach. Franchement, moi je pense que c'est un des gros coups de ce mercato, Reichenbach, un futur à mon avis très bon grimpeur, et ça peut être que du bonus pour Pinot, parce que Pinot, on doit bien avouer qu'en montagne il était quasiment esselé à chaque fois sur toutes les courses qu'il faisait. C'est un petit peu Ouais, la quasiment. faiblesse. Il était Gros sauvé coup, tout je le suis temps. pas convaincu. Enfin, si Marc Madio avait réussi à obtenir une petite rallonge de son sponsor, il aurait pu recruter Pierre Roland et là on aurait pu parler de gros coups. Reichenbach, ça reste un équipier. Enfin, faut pas maximiser son rôle non plus. Certes, un équipier qui, à mon avis, peut prendre une casquette de leader sur un des grands tours que fera pas Pinot. Avec, il y aura sans Il me doute, semble que sur le Giro, le leader ce sera Geniez. Alexandre Geniez. comme l'année dernière. On va voir sur la Volta. C'est la Volta qui va être l'objet de plusieurs interrogations. Peut-être que Pinot prolongera jusqu'à la Volta. Peut-être que ce sera Reichenbach. Peut-être que ce sera Kenny Ellison. On verra. Elisonde, ça Elisonde, paraît juste. Hein. Niveau Surtout- régularité, on a vu mieux quand même Elisonde. Oui, je dis pas le contraire. Simplement, ça fait plusieurs années que la FDJ envoie des équipes très faibles sur la Volta. Oui, c'est pas faux. Surtout pour revenir à ce que disait Théo, oui, Reichenbach est un gros coup car ça pourrait être un équipier pour Pinot, alors que justement, dans son équipe et dans ses lieutenants, Pinot est un peu court par rapport aux autres gros leaders auxquels il pourrait à terme faire de la concurrence. Donc ça peut être un gros coup, alors que Roland, il serait venu, il serait pas du tout mis au service de Pinot. Oui, mais ça compense la perte d'Arnold Jansson qui lui, pour le coup, quand il était à son Jansson, meilleur c'était pas- niveau, Oui. non, quand il était à son meilleur niveau, Jansson était capable. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette étape dans les Pyrénées. Il doit rester 5 ou 6 coureurs en tête. Et Oui, il y a le Jansson. seul à avoir un équipier, c'était Pinot. Et l'équipier en question, c'était Jansson. Mais comme tu l'as dit, quand il avait son meilleur niveau, Jansson, ça fait quelque temps qu'il l'a plus. Ça fait Jan- un an, mais c'est surtout depuis sa chute. Il a eu un peu la phobie de courir en peloton depuis. Et c'est ce qui a convaincu Marc Mado de ne pas renouveler son contrat, Ouais. de le laisser filer chez Cofidis. Bah, Jansson sur la pente descendante, alors que Reichenbach ascendante. Donc voilà, effectivement, c'est plutôt un bon coup quand on compare quand même. Oui, Et non, c'est juste- pas beaucoup, mais Je voudrais vous entendre sur l'Adanius, qui est un petit peu l'énigme française sur les classiques depuis sa bonne année, tout simplement. On l'attend, et il fait pas grand-chose. Mais surtout, le truc, c'est que là, le vrai leader de la FDJ sur les pavés, c'est Arnaud Desmar. Oui, maintenant, L'année, ouais. il était très malchanceux, donc Ladanius comme Offredo, ils vont se mettre à son service, ils vont pas jouer les leaders. Je pense que Desmar, après l'expérience de l'année dernière, a les moyens de faire de bien meilleurs résultats. De toute façon, c'est pas très difficile non plus. Bon, la question maintenant, c'est est-ce que Desmar peut vraiment performer sur les pavés? Oui, Bah, je moi, pense je que pense oui, quand même. Hein. L'an dernier, il est très malchanceux, il crève plein de fois. Après, Oui. Quand on crève, on est peut-être aussi un peu responsable, mais s'il avait pas crevé 2 ou 3 fois sur Paris-Roubaix, on ne sait pas qu'est-ce qu'il aurait pu se passer. Il avait Paris fini Ici, 11e, je crois, oui, de son premier Paris-Roubaix. Ouais, voilà. Ça reste une Mais jolie performance. Après, techniquement, il a pas non plus d'énormes références sur les pavés. Certes, mais on voit quand même qu'il a, Qui- il a une deuxième certaine... d'un Gent-Wevelgem quand même, derrière Degenkolb. Bon, c'est pas la classique la plus recouverte de pavés qui soit. Ah, c'est Mais Comment clair. il y a c'était au il y a sprint, cette 11e place sur Paris-Roubaix. Parce que regarde, après, sur le tour, il était censé aider Pinot. Quand même Pinot, après avoir crevé, Desmar était encore derrière. Quoi, donc, Oui, mais Desmar, c'est toute l'année dernière qu'il a fait un peu à l'envers. Et les pavés, tout comme le sprint, on sait pourtant qu'il a des qualités de sprinter, pourtant il n'a pas non plus performé sur les sprints qu'il a disputés. Donc, Ouais, mais je rejoins Médée sur le fait qu'effectivement, Desmar, on sait qu'il a une vraie caisse, on sait qu'il peut devenir un bon classic man, c'est juste qu'il lui manque en effet des conditions de course qui était pas là l'année dernière. Donc c'est vraiment un mec qui, s'il a un petit peu moins de malchance, peut vraiment faire quelque chose. Et surtout, il a l'avantage d'avoir une bonne pointe de vitesse qui peut lui permettre de grappiller quelques places ici et Et là et de se il a placer, de l'avantage- faire des bonnes références, quoi. il a l'avantage d'avoir une équipe totalement à son service. Marc Madio croit en Desmar. Il a fait des recrutements pour cela. Bon, c'est des recrutements avec les moyens de la FDJ, mais l'équipe est au service de Desmar. On a vu Offredo qui s'est mis à son service l'an dernier sur Paris-Roubaix notamment. Les consignes sont claires. Ouais, et puis contrairement à Pinot dont on disait qu'il était pas très entouré, lui démarre sur le papier en tout cas, autour de lui avec Offredo et comme j'ai disais Ladanius, ça fait quand même, c'est pas mal du tout. Bon après c'est sur le papier, malheureusement ces deux-là ils sont plus trop dans leur pompe depuis quelques saisons, mais enfin bon. Je pense qu'on a fait le tour pour la FDJ. Ça va être à moi de parler, oh mon dieu. AG2R, voilà.
bien entendu la meilleure équipe du monde. Là Donc je encore, me lance. les avis divergent. Hein. Oui, encore une fois, 2 fois la même banne, ça ne marche pas. Alors, AG2R, au niveau des arrivées, c'était plutôt calme, un mercato plutôt calme dans l'ensemble, avec seulement 4 arrivées, dont Dens et Bizdar, qui venaient directement du centre de formation de Chambéry. Et sinon, les 2 arrivées de coureurs pro, c'est Gauthier de chez Robcar, premier dauphin de Mister Peloton 2015, derrière Dan Martin, malheureusement. Et Sergène de la Trek, un bon petit rouleur. Et du côté des départs, l'énigme Bétancourt, qui malheureusement fréquentait plus les McDo que les podiums. Et du côté de Nocentini également, qui part s'isoler au Portugal, au Sporting Clube de Portugal Tavira. Voilà, avec l'accent en prime. Du côté des leaders à suivre, il y aura toujours une triplette Bardet, Perrault, Pozzovivo pour la montagne. Bardet qui sera à suivre sur le Tour de France et également sur les Jeux Olympiques, il l'a signalé. Perrault qui fera le Giro, il va terminer sa carrière en 2016 et il a dit qu'avant de finir sa carrière, il voulait disputer le Giro et c'est ce qu'il va faire cette année avec en co-leader Pozzovivo qui sera lui aussi sur le Giro pour mener la danse et également sur le Tour de France pour aider Bardet. Voilà. Du côté des autres leaders, celui peut-être à signaler, c'est Backlands qui a fait une fin de saison 2015 magnifique. Et également, pourquoi pas sur les pavés, Gaudin, Turgot, Van Sommeren, à savoir si un de ceux-là se réveillera, à voir. Sur le papier, comme sur la FDJ, il y a du potentiel, mais dans les faits, c'est pas reluisant. Et du côté des jeunes à suivre, Villermoz, vainqueur d'étape l'an dernier sur le Tour de France. La Plus non Tour, plus un jeune. Hein. oui, plus tout à fait, mais il est quand même sur la plantation, c'est un des Oui, coureurs, oui, c'est un bien coureur qu'on sûr, a mais découvert. il a pas 23 ans non plus. Oui, voilà. 26 ou 27, il me semble. Donc, Contrairement à Latour et Goujard qui ont fait 2 saisons l'année dernière, tous les deux ont fait des très bonnes saisons. Et Goujard, ça fait 2 ans qu'il est pro et 2 ans qu'il impressionne. À voir ce qu'il va donner. Et Latour, très bon sur la route du Sud. Donc voilà, je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à dire? JB, ton avis sur H2R? Ça sera surtout intéressant de voir sur le Giro l'association Perrault-Pozzovivo, avec certainement Perrault, enfin sur le papier Perrault qui va se mettre au service de. Ah non, de non, non, Pozzo- non. Sur le papier, c'est Perrault le leader. C'est Perrault qui a fait deuxième d'un Tour de France, je rappelle. Oui, mais c'est Deuxième de Tour de c'est France. Perrault qui a raté l'année 2015 quand même. Alors Oui, que mais Pozzovivo c'est était là. Deuxième du Tour de France 2014, Il arrivait derrière quand même Nibali leader du- avec des conditions ultra spéciales. Oui, mais deuxième d'un Tour de France, c'est assez énorme. Pozzovivo, il a aussi bénéficié parfois de conditions spéciales. Pourtant, il a jamais fait mieux que cinquième ou sixième d'un grand Tour. Parce qu'il Non, n'avait pas celui que qui allait- Nibali en face de lui. C'est au contraire, justement. Pozzovivo, il a jamais couru un Tour de France avec la concurrence qu'il y a sur le Tour de France. Bah, il va le courir cette Giro année. et la Vuelta, la concurrence, elle est quand même bien moins que sur le Tour de France. Mais il va le courir en équipier aussi son Tour de France. Oui, pour Bardet, effectivement. Ah bon, après Mais- de là à dire que Perrault Après, soit leader sur le Giro, j'en Perrault, doute quand même. Mais... dernière saison, il est plutôt sur la pente descendante. La logique voudrait que ça soit Pozzovivo qui clairement, soit ouais. leader. Après, dans la course, dans l'effet de course, la situation peut se renverser. Non, Moi, je suis mais pas d'accord. Je pense vraiment qu'ils partent sur un pied d'égalité avant ce Giro. On va voir les circonstances de course, mais je suis vraiment pas sûr que Perrault se sacrifiera sur les premiers jours de course pour Pozzovivo. Mais en fait, je pense que le cas du Giro est très simple pour moi. C'est si Perrault arrive à retrouver son niveau de 2014, effectivement, c'est le leader parce que sur le papier, il est meilleur que Pozzovivo. Mais j'ai des doutes qu'à son âge, il arrive à retrouver ce niveau. S'il le fait, tant mieux et ça sera lui le leader. Mais sinon, je pense que Pozzovivo est une superbe seconde carte qui peut tout simplement viser à peut-être aux alentours de la 5e place. Donc c'est quand même une très bonne place également. Donc ça va se jouer en fait sur la condition de Perrault. Si Perrault est en forme, lui leader. Si c'est Pozzovivo, ça sera Pozzovivo. S'il ne l'est pas, ce sera Pozzovivo, pardon. Moi, je suis plutôt d'accord. On va voir ça en fonction du classement ou d'une semaine de course. Je trouve ça bizarre que après avoir mis Pozzovivo leader sur le Giro et la Volta pendant quelques saisons, qu'il fasse et le Giro et le Tour en tant qu'équipier quand même. Enfin, c'est. Oui, mais on a vu que ce schéma de course-là pouvait marcher pour certains coureurs. On a vu notamment Richie Porte, qui a fait ça l'an dernier et qui s'est révélé en être un équipier précieux pour. Enfin, entre Porte et Pozzovivo, Oui, petite mais tu différence quand même. Alors, un autre exemple, je sais pas, peut-être Geniez par exemple, Kruijswijk aussi, il me semble l'an dernier. C'est des schémas de course. Enfin, puisqu'il va le faire en tant qu'équipier, il va pouvoir se ménager un peu en première semaine. Non, pour moi, c'est à voir. C'est un schéma de course à tester. J'ai un petit doute quand même, mais bon, pourquoi pas, on verra. Ok, tout à fait. Bon, mais très bien. J'ai pas signalé Gretsch, hein, un bon rouleur de contre-la-montre, qui malheureusement. Il est quand même assez limité. C'est comme Voilà. ça, genre, ça aide pour les contre-la-montre par équipe, mais c'est pas le mec qui va aller chercher un podium sur un contre-la-montre de grand tour. Capable du meilleur comme du pire. Et fais attention parce que sur un Tour de France, il a fait un très très bon contre-la-montre il y a 2 ans, en 2014 il me semble. Il a peut-être fait quoi, une 7e ou une 6e place? Ah bah c'est un top 10, hein. Pour lui c'est déjà pas mal. Oui, mais on n'est pas là pour évoquer les top 10 non plus.
Oui, effectivement, j'avoue que pas forcément besoin d'aborder Monsieur Gretsch. Du coup, je pense qu'on a fait le tour pour la H2R, puis surtout on est un petit peu à la bourre, hein. Merci qui Alors là, je me demande qui c'est. Hein. exactement. Du coup, Médée, on te donne le mot de la fin pour la Tinkoff. C'est le relais. Pour la Tinkoff, il y a eu quand même peu de changements dans cette équipe. Oleg Tinkoff, il a perdu le sponsoring de Saxo Bank, qui est resté fidèle au manager déchu Bjarne Norris. Et donc Oleg Tinkoff a quelque peu retiré l'identité danoise de l'équipe, puisqu'il n'a pas prolongé notamment Christopher Jules Jensen, Mikhail Morkov, alors qu'il a par exemple recruté Yuri Trofimov, le champion de Russie, ainsi que notamment Oscar Gatto. On a donc là simplement des mouvements mineurs qui concernent des équipiers. L'ossature de l'équipe avec les leaders, elle reste la même. Elle est articulée autour de 3 grands leaders. Alberto Contador, bien sûr, qui a dit qu'il entamait là peut-être sa dernière saison et qui va viser un dernier Tour de France et qui projette peut-être de finir sur la Volta. On a aussi Peter Sagan, évidemment, qui voudra honorer son beau maillot de champion du monde et notamment vaincre le signe indien sur les monuments. Le Slovaque qui sera sans doute aligné comme d'habitude sur le Tour de France où il va viser comme d'habitude le maillot vert. Enfin, on a comme dernier leader Rafał Majka, le Polonais, qui va être aligné sur le Giro pour y viser au moins un podium. Il me semble qu'il a eu un podium sur la dernière Volta, donc il a les capacités de le faire. Les interrogations, elles tournent principalement autour du personnage de Roman Kreuziger. Est-ce que le Tchèque peut retrouver son niveau d'avant-suspension ? On rappelle quand même qu'avant sa suspension, il a été 5e du Tour de France 2013 en étant équipier d'Alberto Contador. En tout cas, si jamais il retrouve ce niveau, la Tinkoff sera certainement l'équipe la plus forte en montagne sur le prochain Tour de France, puisqu'ils sont prévenus notamment Alberto Contador, Rafał Majka, Roman Kreuziger, Michael Rogers, Yuri Trofimov qui fait un top 10 sur le dernier Giro. Et comme on sait que cette équipe a l'attaque dans les gènes, qu'elle n'hésite jamais à tenter de loin, c'est peut-être en regardant le maillot fluo des hommes de Oleg Tinkoff qu'il va falloir chercher l'initiative en juillet prochain. Ouais, un magnifique maillot fluo. Oui, le maillot fluo, il va surtout Toujours. jouer la rétine. Hein, Ah, c'est clair et net. D'ailleurs, tu disais qu'elle avait perdu l'identité danoise. Elle est plus danoise, l'équipe officiellement, elle est russe maintenant. Oui. Il n'y a plus que 2 coureurs danois, Hansen et Valgren. Il a quand même gardé les coureurs les plus talentueux chez les Danois. Voilà. Et Valgren qui reste quand même sur une saison 2015 assez pourrave, hein, alors qu'il a gagné 2 fois, il me semble, Liège-Bastogne-Liège Espoir. Oui, donc, mais il a joué un rôle d'équipier, notamment sur le Tour de France. Et il me semble qu'il était aussi sur le Giro. Donc il avait un programme très orienté grand tour. Et ça aide pas pour un coureur tel que lui à performer. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais bon, les jeunes pousses, si on veut en faire des grands espoirs, il faut quand même leur offrir des possibilités. Oui, mais du coup, la Tinkoff est vraiment pas dénuée de jeunes talentueux. ouais. Evgeny Petrov, un jeune talentueux qui a bien confirmé en plus. Non, mais je parle surtout de Pavel Podolski et Jasper Hansen. Ouais, je viens de voir son nom, ça m'a fait marrer. Paul Jansky, futur grand coureur. Hein. Ouais. Et McCarthy, Jay McCarthy, qui a été pendant un temps pressenti comme un grand espoir, mais qui a maintenant, je crois qu'il a plus de 25 ans maintenant. Je le vois dans l'effectif là. Mais McCarthy n'a jamais confirmé, tout comme Ouais. Beltran. Ah, il a que 23 ans, McCarthy. Je dis n'importe quoi. Très bien. Et après, voilà, il a peut-être Changé. encore un peu le temps, mais non, vraiment les 2 grands espoirs, c'est Paul Jansky et Hansen. Effectivement. Et Juraj Sagan, un grand espoir ou pas? Ah, s'il est aussi talentueux que le grand frère, pourquoi pas. Hein, mais Non, voilà. mais n'importe quoi. Déjà, non, c'est pas le grand frère. Déjà, c'est Juraj Sagan et le grand frère, je crois, de Peter Sagan. Oui, c'est Ah ça. bah, Je déjà pense parti que de ce principe, c'est Tout fini. est dit niveau piston là. Mais bon. Très Ouais, bien. ça va d'équipe. Et Trofimov, effectivement, qui a fait un super Giro. Est-ce que vous pensez, ben là, il va être réduit à une. Non, un rôle d'équipier. il a été recruté pour être équipier, il y a pas de doute là-dessus. Il y a tellement mais de il leaders chez était- la Tinkoff que... Deuxième du championnat Slovaquie sur route derrière son petit frère. C'est pas mal. Très bien. Un jour, très bien. peut-être, l'autre Sagan lui laissera la victoire. Le C'est- fameux championnat de Slovaquie sur route. Voilà. À part les Vélits et les Sagans, c'est une histoire de Mais frérots encore, hein, là-bas. les Vélits, on n'est pas sûr. Bref. Effectivement, ouais. Et Peter Sagan, est-ce que vous pensez qu'il va réussir à briser ce signalien, comme vous dites? Parce qu'effectivement, il a quand même été champion du monde. Donc Bah, en fait, moi, je pense que oui, parce que justement, il l'a brisé en gagnant les championnats du monde. il a gagné son premier monument, en fait. Donc là, c'est le moment. Et puis, qui peut le battre sur le maillot vert aussi? Qu'est-ce que vous en pensez? Le JB? maillot vert, il est comme d'habitude acquis. Le maillot vert, il va certainement être pour lui. Et puis surtout, c'est la première fois depuis Philippe Gilbert, si je dis pas de bêtises, qu'on a un champion du monde qui fait partie vraiment des meilleurs coureurs de la planète. C'est pas contre Costa ou Katowski, mais ils n'étaient pas dans les tout meilleurs dans leur spécialité. Alors que là, Sagan, c'est quelqu'un qui peut gagner sur tous les terrains, qui sera dans les premières places, c'est bien sûr les Flandriennes,
que au Tour de France. Donc, à mon avis, oui, il peut briser ce signe indien. Ah, voilà une observation pas du tout objective. Oh là là. Le mec, dès que t'es comme ça. Ouais, très bien. Bon, ben, Katowski et Costa, c'est pas n'importe quoi, hein, quand même. Faut pas rigoler. C'est pas n'importe quoi, mais c'est pas ils font pas partie des meilleurs coureurs du monde. Ils font partie du Jadowski, top, c'est top, à top. voir. Peut-être que chez la Sky, il va se transformer en un puncher brillant ou un coureur de grand tour magnifique. On Oui, sait pas, pour il a que l'instant, on sait 25 pas. ans. Oui, voilà, pour l'instant, on sait pas. Ouais, ouais. Ouais, enfin, il est pas mauvais non plus, hein. Faut pas. J'ai jamais dit qu'il était mauvais. Non, mais bon. Enfin, il fait quand même partie des meilleurs mondiaux, mais enfin. Surtout que Mais ça. c'est enfin, pas il est le quand même- top, ouais. top, top mondial, c'est pas Sagan. Oui, mais quand Oscar Ouais. Freire a gagné son premier championnat du monde, personne ne pensait qu'il allait, enfin, qu'il était déjà un grand du Donc cyclisme. ça, c'était il y a un peu plus longtemps. Oui, ben, peut-être que ça fera le même schéma pour Kwiatkowski. Peut-être que dans 5 ans, son palmarès sera tel que tu te dis, ah, c'était le premier signe de la carrière d'un grand champion. Et puis surtout, il est hyper régulier, Katowski. Il fait bon, on va pas Et débattre sur puis, Katowski. il a gagné maintenant. une Ardennaise aussi. Enfin, je comprends pas ton point de vue, mais bon. Non, mais c'est un très bon coureur, mais il fait pas partie du top, top, top mondiaux comme peut l'être Sagan ou Valverde pour en citer un autre. Dans ces conditions, on dit oui, monsieur. Oui, monsieur. Allez, on passe à la suite. On passe au débat pour conclure l'émission qui, niveau timing, est un petit peu plus serré que le reste. Du coup, au niveau des potentielles révélations de cette année 2016, qui est-ce que vous voyez? Moi, j'ai fait une petite liste. J'aimerais entendre les vôtres. Médée, tu commences. Vas-y. Moi, je vois bien Pierre Latour. Sur son premier grand tour, il me semble qu'il va faire la Volta, je suis pas sûr. Mais je le vois bien performer, peut-être aller chercher un petit top 10. On a des révélations françaises en pagaille ces dernières années. Donc lui, c'est vraiment quelqu'un que je vois faire de grosses performances. Je pense aussi à Alex Villermoz sur les Ardennaises. Je pense que sa démonstration sur la 8e étape du dernier Tour de France lui a montré qu'il avait les capacités de bien figurer sur ses courses. Et alors que les années passées, il n'avait pas fait de grands résultats, il faut bien qu'il apparaisse de manière fracassante dans les classements des trois Ardennaises cette année. Voilà, Ok. c'est mes deux paris pour l'année, tous deux à G2R, mais je pense vraiment que AG2R est une des équipes les plus talentueuses cette année. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Quel grand homme ce Médée. Alexis, je voudrais t'entendre également sur tes potentielles révélations de 2016. Villermoz, comme m'aider pour les Ardennaises, avec Alaphilippe, en espérant qu'il confirme ses Ouais, bons c'est résultats l'année C'est dernière. plus une Révélation. confirmation. C'est Ouais, plus une mais, confirmation. enfin, là. d'un autre côté, s'il gagne, tu m'as On compris. parle de quelqu'un qui a quand même fait 2 podiums l'an dernier, dont un sur Liège-Bastogne-Liège, c'est plus vraiment une révélation pour moi après. Ouais, enfin, moi j'appelle ça révélation parce que j'ai peur qu'il fasse comme les éternels espoirs, tu sais, qu'il performe sur un truc et on le voit plus pendant 15 ans, tu vois. Donc pour moi, qui confirme, ça pourrait être. Enfin bref, je me suis compris. Et moi, je mise gros sur Groenewegen. Je suis sûr qu'il sera. Tu ne sais même pas prononcer son nom et tu mises sur lui. Eh ben, dis donc. Exactement. Parce que je suis sûr qu'il va pouvoir aider Van Mark à remporter une Ardennaise et il sera là, il sera dans le top 10 de Flandrienne, pardon. Et je suis sûr qu'il sera dans le top 10, c'est obligé. Voilà. D'accord. Je Ok. mise tout sur lui. JB, ton avis sur les Ah oui, espoirs? j'ai une petite liste aussi. Avec Alors attends, attention. On va limiter le temps là sur le délai. Tu as 2 minutes, de même pas. 50 noms. Alors, Ruben Fernandez, Dylan Groenewegen aussi, Ah. Magnus Cort Nielsen, qui pourra confirmer ses débuts un peu balbutiants au plus haut niveau, Louis Vervaek, Julien Vermoot, Tom Skujins, Primoz Roglic, Pojanski, Patrick Bivin, Sven Bistrom, Frédéric Galta et Jasper Hansen. J'ai cru que t'avais vraiment 50 noms au début. J'ai cru. Non, aussi. je suis plutôt d'accord sur à peu près tout le monde, peut-être pas sur Ruben Fernandez. Je vois plutôt Marc Soler chez la Movistar. Ruben Fernandez est énorme pour une première année pro. Il a été exceptionnel. Oui, mais je pense que le plus talentueux des deux, c'est sans doute Marc Soler, qui a gagné le Tour de l'Avenir l'an passé. C'est à voir, après, c'est deux jeunes qui sont pétris de talent. Mais Mais Ruben Fernandez a réussi le passage dans le World Tour parce qu'il a réussi à performer sur des grosses courses dès le début. c'est vrai que c'est très compliqué pour un néo-pro de passer à cet échelon, et c'est pour ça que dans la liste de JB, il y a quand même beaucoup de coureurs qui sont sur leur deuxième année pro, et je pense que c'est une bonne chose parce que la première année est toujours très difficile, à part pour quelques exceptions, et c'est toujours mieux d'être sur cette deuxième année. On fait plus de résultats. On l'a vu par exemple, je sais pas, avec Fabio Fellin, qui a eu du mal sur sa première année chez la Trek, et qui la deuxième a été un super coureur.
Là, ça Ah. pourrait être la même chose pour pas mal de coureurs que JB a cités, à l'exception peut-être de Primoz Roglic, qui lui est dans sa première année. Mais qui sort d'une énorme année à la. Oui, mais Rien je mobile. pourrais te citer Marco Kump, qui avait fait lui aussi une énorme C'est année dans la différent. même équipe, Oui. sur les mêmes courses, et qui avait eu, qui n'a rien fait pendant 2 ans chez la Tinkoff. Tu essaies de prendre JB par les sentiments, là, en citant Féliné et tout. Ah oui. Bon, ben moi j'ai une petite liste également. Elle ne fait pas 50 noms, il y en a 5 ou 6, donc je vais pouvoir les dire. Alors déjà, je suis d'accord avec vous en ce qui concerne la tour pour m'aider. Et Ruben Fernandez, je l'avais également noté pour JB. Moi j'ai rajouté Enger de IAM, que je trouvais vraiment... Alors, il faut que j'apprenne à dire le nom de l'équipe. De YAM, voilà. Norvégien, Non, c'est sprinter. IAM. Hein. C'est YAM ou IAM? Je crois que c'est IAM. Bon, de IAM. On fera un débat sur ça dans la prochaine émission. Exactement. Donc voilà, Enger, le Norvégien, un petit sprinter qui passe un petit peu partout. 0 points sur Rivals Manager l'an dernier. Ça m'étonnerait parce que l'année dernière, il a fait quand même quelques belles placettes. Peut-être qu'il était juste au niveau des. Il me semble que je l'avais dans mon équipe et qu'il m'a fait un joli 0 pointé. Ah, bah moi, je l'ai pris cette année. Moi, je l'ai pris cette année, donc à voir. Mohoric, on attend la révélation. Peut-être cette année. J'ai forcément vu son palmarès chez les jeunes. À bout d'un moment, Il a que 21 ans, donc. Oui, voilà, c'est pour ça. C'est pour ça, il faut être patient avec lui, mais peut-être que cette année, ça va être la bonne. Moi, j'avais noté également Wouter Wippert de la Cannondale qui passe au niveau supérieur dans le World Tour et qui va être un des rares sprinters de son équipe. Du coup, potentiellement, on va avoir des responsabilités et potentiellement, on va pouvoir le voir sur le devant de la scène. J'ai des doutes sur son programme de course. Je pense vraiment pas que la Cannondale sera orientée sprint, donc je suis pas sûr qu'il aura énormément l'occasion de se montrer. Après, le fait est qu'il va être seul dans l'équipe, du coup, il aura forcément des occasions Oui, de se mais montrer. ça a des défauts, et notamment son programme de course. C'est un pari, hein. C'est un pari. Oui, oui. Et après, j'avais noté Reichenbach, qui pour moi est vraiment quelqu'un qui est sur la pente ascendante et qui progresse de façon très régulière, donc voilà. Il a quand même 25 ou 26 ans déjà. Mais oui, mais la progression est régulière. Pour moi, même s'il éclate vers cette année ou l'année suivante, au bout d'un moment, il sera potentiellement un bon coureur, je pense. Et j'avais noté une dernière chose, c'était du côté de la Giant, avec le départ de Kittel, derrière Degenkolb, potentiellement un des jeunes qui pourrait se révéler. Alors, Moi, je Arndt, pense, chez la Giant, surtout, je pense à Nikias Arndt. ouais, Arndt qui a déjà montré qu'il était très bon et qui pourrait vraiment exploser cette année en ayant plus de courses à sa portée, où il aura moins de courses à faire le poisson pilote. Pourquoi pas Sinkeldam, voire Zico Whitens, même si on les a tous les deux moins vus, surtout Whitens qui s'est révélé que l'année dernière. Sinkeldam, il est déjà un peu vieux. Enfin, il va rester équipier toute sa carrière, je pense, à part s'il fait une explosion à la Débûcher. Oui, enfin, là, avec le départ de Kittel, c'est des coureurs qui peuvent avoir plus de responsabilités Ouais, et mais je qui peuvent jouer crois leur plus chance, en quoi. Arndt ou en Zico Whitens. Ouais, Whitens, c'est quand même. Enfin, c'est le dernier arrivé, Whitens aussi, pour ça. Donc peut-être pas cette année, mais à suivre aussi, ouais. Voilà, je pense que finalement, on a fait un débat plutôt court, du coup, on a rattrapé un petit peu les. J'ai une petite remarque à faire. Vas-y. Personne n'a placé Caleb Ewan. Ah, Oui, mais oui. C'est pas une vraiment une révélation, révélation dans le sens où on s'y attend pas. Mais est-ce qu'il va performer en pro une fois chez les pros ou en World Tour? On sait rien finalement, il n'a pas encore. Il a déjà gagné sur le Tour de Beijing alors même qu'il était stagiaire. Sur la Volta, non, je crois qu'il a pas gagné une étape. Oui, si, il me semble que t'as Oui, raison. voilà. Ouais. Enfin, en tout cas, il a déjà gagné en World Tour et il l'avait fait 2 mois après être dans son équipe. Ouais, mais est-ce qu'il va continuer cette année, tout ça? Personne l'a cité parce que pour tout le monde, c'est évident, j'ai l'impression, en fait. Voilà, c'est ça. C'est un peu, Peut-être. un des rares jeunes. C'est de une ces dernières explosion années. programmée depuis longtemps. Voilà, c'est un des rares jeunes où on n'a aucun doute, quoi. Donc, effectivement. D'ailleurs, c'est très fort. On n'en voit pas beaucoup des jeunes, justement, où on est sûr qu'ils explosent. Oui. Et souvent, d'ailleurs, les jeunes qu'on voit sûrs d'exploser, ils ont un peu de mal. À voir. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Finalement, on s'est bien rattrapé sur la fin au niveau du timing. Donc, les gars, une dernière chose à dire avant de nous quitter. Maintenant qu'on a de nouveaux auditeurs, votez pour changer de nom. Parce que chasse patate, j'en ai marre. J'aime pas ça. C'est trop. On Il va reprend les falloir bases que tu de l'année fasses- dernière. Tu fasses le deuil de ce nom. Moi, je Non, trouve ça mais- parfaitement dans l'esprit Gruppetto. Il est top. Merci, voilà, j'ai un soutien de plus. Voilà, chasse patate Chasse patate. ne changera pas. C'était quoi mon super Il titre? faudra me passer sur le corps. Je crois que c'était les balances, toi, non? Ouais, parce qu'on pèse. Et oui, dans parce ce qu'on cyclisme. pèse. Ouais, ça, c'était la pire proposition qu'on avait eue. En tout cas, les gars, c'est le moment de se dire au revoir. On vous donne rendez-vous dans une prochaine émission pour d'autres équipes, un autre débat. Ciao, les gars, à la prochaine. Ciao. Au revoir. Salut à toutes les auditrices.